Bien, la première, c'est CDC, pas Control Disease Center, mais Corporation de développement communautaire, a été fondée en 84 à Victoriaville. Donc déjà, ça fait 24 ans, même plus que ça, 34 ans que ça existe, les CDC. La nôtre, elle a été fondée en 97. Fait qu'on on est rendu à 21 ans là, comme existence. Donc, il y a une belle histoire des CDC. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement d'organismes communautaires qui se mettent ensemble dans une région donnée pour s'entraider puis structurer un peu leur présence dans leur communauté. Donc, on fait souvent la métaphore ou l'allégorie avec les chambres de commerce, dans le sens que c'est un peu un modèle similaire. Les CDC, on est vraiment des organismes communautaires nous-mêmes, dans le sens où ça vient de la volonté du milieu. Là. Donc, il y a les citoyens, des groupes se sont rassemblés ensemble pour pouvoir créer cet outil-là. Le pôle d'économie sociale. Je parlais au début, justement, c'est un organisme à but non lucratif qui s'est créé essentiellement pour aider les membres. En fait, nous, ce qu'on est, en termes d'entité, on est là pour aider l'économie sociale, tout simplement. Que ce soit une petite entreprise, une petite OBNL, organisme communautaire, qui n'est pas prêt à s'identifier comme entreprise d'économie sociale, mais qui a envie de mettre sur pied toute activité économique, que ce soit une friperie, que ce soit d'offrir un service justement aux bénéficiaires particuliers, bien justement, le pôle, on est là pour ça. Donc, dans les principaux services qu'on offre, la première des choses, c'est justement ça, c'est de renforcer les entreprises d'économie sociale actuellement, en offrant de la formation, du réseautage stratégique, du maillage, de l'information. Il y a plusieurs programmes spécifiquement dédiés, en fait, à l'économie sociale. Peu de gens le savent, mais nous, le pôle, justement, on est un expert dans la matière. On a un réseau d'experts partout au Québec. Pour ça, on est 22 pôles au Québec d'économie sociale. Donc, 22 OBNL, exactement calqués sur le même modèle que le pôle d'économie sociale Vallée du Haut-Saint-Laurent. Aussi, à l'intérieur de tout cet écosystème-là, il y a le chantier de l'économie sociale, qui est si on veut, le grand parapluie de tout ce qui existe au niveau de l'économie sociale au Québec. Eux autres, ils ont plusieurs entités, justement, expertes qui peuvent aider par rapport à les innovations, justement, sociales ailleurs au Québec. On peut aller s'inspirer de ce qu'ils offrent à l'intérieur de ça comme information. Tu as tout ce qui est aussi des outils économiques, comme la fiducie du chantier de l'économie sociale, le risque. Ces deux entités, en fait, qui sont là pour spécifiquement aider les entreprises d'économie sociale. Puis après ça, tout ça, bien, le pôle d'économie sociale, l'autre chose qu'on fait, c'est de la promotion. Justement, en novembre, ce qu'on faisait, c'était une grosse campagne de promotion de l'économie sociale parce que les entreprises d'économie sociale gagnent à être connues davantage. Malheureusement, ils n'ont pas nécessairement tout le temps l'argent ou le temps pour pouvoir mettre de l'avant ce qu'ils font très bien sur le territoire. Donc, la mission du pôle, c'est justement de permettre à ces entreprises-là d'avoir une voix à travers la collectivité. Donc, on s'assure de faire ce placement-là. Puis la dernière chose, je te parlais de deux choses, donc la question de renforcer les entreprises, faire la promotion des entreprises puis de l'économie sociale. La dernière des choses, c'est justement de stimuler l'émergence de nouveaux projets, de nouvelles entreprises. Donc, d'aller voir, dans le fond, les promoteurs sur le territoire, de leur parler d'économie sociale, de faire connaître ce modèle-là de développement alternatif. Donc, c'est ça, résumé en gros, la mission d'un pôle d'économie sociale. Moi, ce que je trouve le plus beau dans le communautaire, c'est tout l'aspect transformation sociale. En fond, on est des citoyens qui travaillons pour faire une différence, puis on n'est pas dans le day-to-day. Le propre du communautaire, c'est des citoyens qui sont rassemblés pour changer un contexte, changer une situation. Fait que par opposition à l'entreprise privée, par exemple, ou même à l'État, qui vise l'appareil public, qui vise à rendre des services. Nous, on est plus dans un mode, qu'est-ce qu'on peut transformer, qu'est-ce qu'on peut changer? Puis effectivement, on va rendre des services, mais la philosophie du mouvement communautaire, c'est de dire, est-ce qu'on peut rassembler des citoyens ensemble pour penser différemment, puis innover dans différentes choses? Et les EPE, par exemple, ça vient du milieu communautaire, c'est une initiative des garderies populaires qui vient du milieu communautaire, puis les gouvernements ont tellement trouvé que c'était une belle idée qu'ils l'ont universalisé. Même chose pour l'aide juridique, il y avait les cliniques juridiques communautaires, puis ils ont dit, bien ça, c'est tellement un bon coup qu'on va l'universaliser pour tout le monde. Puis les CLSC, c'est pareil. Donc, il y a plein d'initiatives nationales qui viennent d'innovation communautaire. Puis moi, c'est ce que je trouve le plus beau dans tout ça, de dire que mon travail au quotidien sert à faire émerger des idées, des projets qui vont améliorer, puis faire une différence substantielle. On n'est pas dans le 1 à 1. Tu sais, le 1 à 1, c'est important, tout ça, là, effectivement. Mais le communautaire, là, moi, ce que je trouve le plus fort là-dedans, c'est qu'on se rassemble puis on fait une différence collectivement. Puis, tu
sais, on entend souvent parler de démocratie, comme quoi la démocratie au Québec, c'est juste aux 4 ans. Mais par le communautaire, c'est pas vrai cette citation-là. Par le communautaire, on fait vivre la démocratie au quotidien parce que ce sont tous des groupes démocratiques où il y a une implication citoyenne puis où on peut faire la différence au quotidien. Ça, c'est un autre gros enjeu actuellement. Le respect de l'autonomie des groupes communautaires, c'est une grosse préoccupation. Il y a de plus en plus les donateurs et les bailleurs, là, je parle encore avec l'ancien gouvernement, voulaient avoir une emprise sur comment était investi l'argent qui était donné, puis on transitait vers des enveloppes qui allaient à la mission des groupes, vers des enveloppes qui allaient en entente spécifique avec des cibles à atteindre puis des financements par projet. Un, ça crée beaucoup de bureaucratie puis de lourdeur administrative, mais deux, ça fait aussi que l'autonomie est moins respectée. Puis quand on dit que c'est des groupes communautaires qui appartiennent aux citoyens, c'est une entreprise indépendante, là, c'est une entreprise collective, mais indépendante, qui appartient à ses citoyens. Si dans une dynamique, là, on veut faire de la contestation puis dire, bon, mais ce sujet-là, on veut transformer la société, comme je disais, bien, ça fait en sorte que si tu as tant de contrôle que ça sur ton financement, tu n'as peut-être plus la marge de manœuvre de soutenir ce genre de mobilisation-là qui est essentielle à la vitalité, dans le fond, de ton association. Donc oui, c'est une grosse préoccupation, la dynamique là, de comment gérer ton argent, c'est pas la problématique. Là. Quand on parle de débat entre organismes communautaires et entreprises d'économie sociale, c'est quoi la différence entre les deux? À la base, c'est de comprendre ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est quoi notre activité? C'est une activité économique, c'est une activité sociale. Puis aussi, surtout, la question, c'est est-ce que je dépends davantage de mettre de l'effort sur de la recherche de subventions ou est-ce que je dépends davantage de mettre de l'effort sur développer mes produits et services? C'est quoi qui est plus important, dans le fond, dans ma business, au final? Fait que je te dirais que l'économie sociale, à la base, il faut que tu comprennes ce que tu fais. Puis il faut surtout aussi que tu mettes les efforts, justement, à ce qui importe le plus. Si tu as un OBNL ou un organisme communautaire, puis que toi, ta vache à lait, c'est justement par exemple, les Zèbres Rouges à Vaudreuil, c'est un exemple d'entreprise d'économie sociale, puis je pourrais partir de cet exemple-là pour t'expliquer c'est quoi la différence. C'est à la fois un organisme communautaire parce qu'il y a un plateau de travail dans l'entreprise, c'est des gens qui ont des problématiques de santé mentale qui travaillent là essentiellement. Mais de l'autre côté, en même temps, ils ne peuvent pas sauver l'organisme s'ils ne vendent pas les vélos, qui, eux autres, vont récupérer, reconditionner, remettre en place, puis vendre après ça à des particuliers. Et c'est un peu ça, en fait, le débat souvent dans l'entreprise. C'est pas noir ou blanc. C'est tout le temps gris en quelque part un petit peu. Ce qui est important dans tout ça, c'est de dire, comme je disais juste au début de ce point-là, c'est quoi ton effort? Où est-ce que tu veux le mettre à la base? Tu veux-tu travailler davantage à aller chercher des subventions pour mieux embaucher des gens, puis après ça, offrir plus de services? Ou à l'inverse, mettre ton effort sur ton développement commercial, sur la publicité que tu mets en place, sur ta banque de clients? C'est quoi l'effort, en fait, que tu veux mettre? Fait qu'il y a une question de positionnement puis de compréhension de ton rôle économique à la base. Puis souvent, les gens vont dire « Ah, mais c'est juste un volet, mettons, d'économie sociale, c'est pas nécessairement une entreprise en soi. » C'est vrai, mais juridiquement parlant, il n'y a pas de distinction que ce soit un volet d'entreprise d'économie sociale ou une entreprise d'économie sociale en soi. Donc, il y a vraiment juste la question si c'est une entreprise d'économie sociale ou pas. C'est aussi simple que ça. Dans les années 60, quand le clergé tombait, on va se le dire, là, concrètement, le monde évacuait la question du clergé, bien, il y avait quand même les besoins sociaux qui étaient encore présents. Il y avait beaucoup de problématiques. La même affaire qu'au début du siècle, ça n'a pas changé. Donc, c'était la question de l'emploi, c'était la question aussi, surtout, de l'accès à une saine alimentation, l'accès au logement et tout ça. Même le vêtement aussi, c'était quelque chose qui était une problématique. Il y a beaucoup de choses qui ont émergé dans les années 60, des comptoirs familiaux, des petites entreprises de coin de quartier. Puis généralement, les formes d'entreprise que ça a pris, c'est la forme OBNL. Tout ça pour en arriver à aujourd'hui, en 2013, pas aujourd'hui, mais il y a 5 ans. En 2013, officiellement, le gouvernement du Québec, pour un peu évacuer la question puis clarifier la chose une fois pour toutes, il y a une chose qu'ils ont faite, puis le geste, c'était de dire on va mettre une loi sur la question de l'économie sociale. Donc la loi, si vous allez sur Internet la voir, ce qu'elle dit en gros, c'est tout ce qui est activité économique en modèle démocratique, qui est l'échange de biens ou de services. Donc, il faut que ça soit vraiment une business à la base. Sauf que la business, comme je dis, elle doit être démocratique. Alors, pour être démocratique, il y a 2 modèles d'affaires qui sont possibles. L'OBNL, organisme à but non lucratif, qui est la partie 3 de la loi sur les entreprises, donc OBNL en soi. Puis il y a la loi sur les coopératives, donc la coopérative en soi aussi, qui est une entreprise d'économie sociale acceptée, si on veut, en quelque part. Donc, c'est les 2 modèles d'affaires, OBNL, coopérative. Et ça, bien, quand on regarde l'ensemble du Québec, en 2018, aujourd'hui, c'est 7000 entreprises d'économie sociale partout au Québec.
c'est 40 milliards de chiffre d'affaires. Mais ça, il n'y a pas grand monde qui savent ça, il n'y a pas personne qui crie tant que ça. C'est normal, je veux dire, c'est un modèle d'affaires. C'est pas quelque chose nécessairement très intéressant que ça. Mais c'est juste pour donner une idée de la grandeur de qu'est-ce que c'est en gros, c'est quoi que ça représente. Puis 7000 entreprises, bien, c'est toutes les petites entreprises qui étaient additionnées sur les coins de quartier. C'est sûr que l'agroalimentaire, c'est une grosse part de l'économie sociale au Québec, que je ne te cacherai pas. Tu penses juste à AgroPure, la bannière AgroPure en soi, la Coop fédérée aussi. Tu inclus là-dedans à peu près 80 de tout ce qui est l'agriculture au Québec, qui est en modèle coopératif. Fait que oui, il y a des propriétaires terriens qui sont privés, mais pour une certaine partie économique de ce qu'ils développent, il y a une partie qui est justement coopérative ou coopérante, si on veut. Donc, ils achètent le matériel agricole, par exemple, dans des coopératives. Ils vont acheter leurs grains dans un centre de grains coopératif. Donc, puis aussi la vente sur les marchés publics, bien, il y a beaucoup qui font passer par justement AgroPure pour vendre leurs produits sur le marché. Donc, c'est un collectif en soi. C'est une entreprise qui est démocratique parce que les promoteurs, bien, c'est les agriculteurs, puis ils cotent entre eux autres pour justement mettre ça à map, leurs produits et services. Il y a une grande transformation dans le communautaire là, depuis 10-15 ans, là, un peu plus peut-être. On est rendu avec une professionnalisation du communautaire dans le sens où de plus en plus les bailleurs de fonds demandent d'avoir des mesures d'impact puis mesurer ce qu'on fait. Tout ça. Donc ça implique d'avoir des gens qui sont de plus en plus professionnels puis sont en mesure de démontrer les retombées, tout ça. Puis on est aussi sorti de l'ère de la charité chrétienne. Dans le fond, la charité chrétienne, j'enlève rien à tout ça. Dans le fond, c'est des gens pleins de bonnes intentions, tout ça, mais les études et les expériences ont démontré que il faut travailler aussi sur l'empowerment, puis travailler sur les gens, il faut qu'ils s'approprient les enjeux. Puis on n'est pas juste dans le don tout le temps. Il y a une espèce de considération de dignité. Fait que de plus en plus, les groupes ne s'adressent plus aux pauvres de la même façon. On n'est plus dans une démarche toujours charité puis le don inconditionnel. Il y a des démarches beaucoup plus sérieuses. Puis effectivement, dans la perception des politiques actuelles, municipales entre autres, il y a encore cette perception-là de dire que ben, justement, les groupes communautaires, on entretient la pauvreté à la limite, alors que c'est loin d'être vrai. Un autre préjugé ou considération qui existe dans le milieu politique, c'est le fait que le communautaire, c'est juste pour les BS puis l'aide sociale, alors que un des groupes communautaires chez nous ben, fait le développement économique. La friperie, c'est une entreprise d'économie sociale. Oui, ça offre des services aux plus démunis, mais une des vocations, c'est de faire de l'insertion professionnelle. Donc, les gens travaillent, ils vont chercher des emplois. On a des groupes pour les aidants naturels. Des fois, quelqu'un qui est malade ou son père est malade ou sa famille est malade, il est en rôle d'aidant naturel. Il peut être milliardaire ou millionnaire, mais psychologiquement, tu as besoin d'un soutien quand même. Puis l'idée, c'est pas dans le fond, de s'en servir juste aux pauvres. Là. C'est des services qui servent à la communauté. Les maisons des jeunes, on ne regarde pas le revenu des jeunes qui viennent se présenter. On veut former la participation citoyenne des citoyens de demain. Donc, c'est pas rattaché au revenu. Effectivement, il y a certains groupes qui se spécialisent dans les besoins essentiels, les besoins de base. Donc, évidemment, cette clientèle-là est là. Mais quand on parle du communautaire en général, on est beaucoup plus vaste que ça, que même l'environnement. Les groupes environnementaux, ça n'a pas de lien avec l'aide sociale ou c'est un bien commun, puis c'est des citoyens qui se mobilisent là-dessus. Fait que, non, et ça, c'est un travail qu'on a à faire en termes de perception. Ouais. Bien, un des grands changements, puis là, on ne sait pas ce que ça va donner avec le nouveau gouvernement, là, mais un des grands changements qui a des impacts importants pour le communautaire, c'est tout le lien avec la gouvernance de proximité. Bon, les municipalités ont pris beaucoup d'ampleur dans l'importance décisionnelle, où vont les fonds, puis qu'est-ce qui est priorisé dans les communautés. Puis, quand c'était au provincial, ben il y avait des outils, des experts, des analystes, puis, qui travaillaient, puis essayaient de donner les données probantes, puis ils allaient voir les choses intéressantes à développer. Puis, il y avait des orientations plus macro, puis là, on avait une uniformité à l'échelle du Québec. Maintenant, au niveau, avec la nouvelle gouvernance, ça oblige les groupes à refaire toute leur démarche de sensibilisation qu'ils avaient faite au provincial auprès des élections au niveau municipal. Puis on sait là, que ça ne court pas les rues, les candidats aux élections municipales, donc c'est très inégal aussi. Puis là, je parle pour le Haut-Saint-Laurent, on est choyés, on a vraiment des élus qui sont quand même préoccupés par cet enjeu-là, au-delà d'autres considérations. Là. Mais au niveau du développement social, on est privilégié. Mais d'une région à l'autre au Québec en ce moment, là,
l'ouverture et la sensibilité que les élus ont aux enjeux sociaux, c'est très inégal. Fait que ça, c'est un des grands défis là, actuellement au Québec par rapport aux communautaires. Si on parle d'enjeux plus transversales, la pénurie de main-d'œuvre, c'est un enjeu qui est partout, là, mais ça affecte particulièrement les groupes communautaires parce que, entre autres, avec les subventions salariales, dans le fond, les citoyens qui étaient plus loin du marché du travail avaient accès à des subventions salariales. Puis, ces subventions salariales-là, dans la dernière ère gouvernementale, on a coupé beaucoup là-dedans. Ce qui fait en sorte que, avant, on pouvait avoir jusqu'à 2 ans de subvention. Maintenant, on est à 6 mois de subvention salariale. Ça a un gros impact en termes de capacité de recrutement. Parce que ces clientèles-là, dans le fond, qui étaient prêtes à retourner travailler, bien, ils ont déjà des emplois plus sécurs, si on veut, parce qu'ils ne dépendent pas d'un 6 mois de subvention. Donc, vu qu'il y a une plus grande demande, ils ont plus d'options. Donc, ceux qui restent, dans le fond, sont ceux qui sont les plus loin du marché du travail. Donc, nous, on veut bien les embaucher, mais en 6 mois, on n'a pas le temps de travailler l'hygiène de vie, travailler toutes les expériences positives. Donc, le milieu communautaire est très impacté en ce moment là, par la pénurie de main-d'œuvre. Il y a beaucoup de difficultés de recrutement. Puis déjà, le financement nous offre, qui est quand même précaire, nous offre pas toujours la possibilité d'être flexible en termes d'organisation, de dire, bon, mais là, on a une personne de moins, fait qu'on va s'organiser autrement, on va couper des services. Souvent, ça a créé actuellement beaucoup de pression sur l'équipe qui reste, puis il y a beaucoup d'enjeux de maladies actuellement là, dans le réseau, d'épuisement, tout ça. Donc, ça, c'est des préoccupations majeures là, actuellement, ouais. Pourquoi est-ce que ça revient un peu dans l'actuel ou dans l'espace politique ou économique, un peu la question de l'économie sociale? Bien, il y a plusieurs choses dans tout ça. Premièrement, la mondialisation, c'est le premier, justement, facteur pourquoi l'économie sociale est un peu plus revenue à l'actualité ou à l'avant-plan. Parce que, justement, la première réponse ou la première chose que l'économie sociale fait, c'est justement d'être une alternative au capitalisme sauvage, comme je disais au début. Et la mondialisation, c'est la nouveauté, en fait, en termes de, si on veut, de capitalisme sauvage. Tu vas délocaliser ta production à l'étranger pour réduire tes coûts, t'assurer justement d'offrir un produit à un meilleur prix, cheap, le plus possible. Sauf que le problème, qu'est-ce que ça fait avec ça? Bien, tous tes emplois sont délocalisés en Asie, en Afrique, puis au Québec, puis au Canada, puis dans l'Amérique du Nord moderne. Bien, il ne reste plus d'emplois de qualité liés à la production. Puis, je n'ai pas des données par rapport à ça, mais une grande quantité, en fait, de ce qu'on achète, que tu vas au magasin, tout ça, que tu achètes, c'est fait où? C'est fait en Chine, c'est fait en Asie, c'est fait en Afrique. Fait que c'est plus fait au Québec. Puis justement, l'économie sociale, par le fait que l'entreprise est propriétaire ici des gens, les gens, en fait, sont propriétaires de l'entreprise, bien, c'est une alternative, si on veut, à la délocalisation. Fait que je ne suis pas en train de te dire une utopie pour te dire que toutes les entreprises devraient être économie sociale. Ce serait complètement absurde de dire ça. Mais ce que je peux dire, c'est que si les gens qui ont envie de partir d'une entreprise et de répondre à un besoin ici local, on sait qu'on est beaucoup plus une économie qui est orientée vers le service. Hein? L'économie au Canada, c'est dans une économie de service à plus de 60-70% à peu près. Mais tous les services qu'on offrirait au Canada, on pourrait le faire en mode économie sociale déjà là. Parce qu'on pourrait dire que plutôt que d'être à la merci de franchises ou d'entreprises qui sont multimilliardaires, on pourrait créer nos entreprises locales puis de répondre à des besoins locaux, justement, en étant propriétaire de ces entreprises-là. Ça pourrait être une alternative très réaliste qu'on pourrait faire. Quand tu parles à la base, que tu parles d'économie sociale, c'est très philosophique en soi. C'est un modèle de développement économique. T'sais, quand tu parles dans le jargon là, quotidien, tu ne vas pas parler à quelqu'un « Hey, moi, j'ai un nouveau modèle de développement économique que je veux mettre en place, je veux mettre une entreprise d'économie sociale sur place. » Non. Ce qui est important à la base, c'est de dire c'est quoi que tu veux faire, c'est quoi le besoin que tu veux répondre. Puis après ça, la forme juridique, généralement, elle vient après. Fait que si ton besoin à la base, c'est de dire je vais offrir des services marchands ou de services tout court sur, mettons, une boîte de graphisme, puis je m'amène avec moi une équipe, un gars qui est bon en programmation, un autre qui est bon, mettons, en communication. Puis nous autres, ensemble, ce qu'on veut faire, c'est réduire notre coût de départ, puis on veut s'assurer aussi d'être solidaires les uns avec les autres, que tout le monde va avoir sur un pied d'égalité son mot à dire dans l'entreprise. Puis il y a de plus en plus de jeunes, en fait, puis c'est pas beaucoup de monde qui savent ça, mais de plus en plus de jeunes qui sont prêts à faire ce shift-là. Plutôt que de partir d'une entreprise Inc. puis de prendre tous les risques, ils sont prêts à dire on va réduire notre risque justement au départ. Puis c'est très intelligent de faire ça. Tu débutes en modèle entrepreneurial, donc tu veux réduire ton risque. Puis tu vas justement te permettre, avec la diversité en fait dans ton entreprise, idéalement, si tu es une coopérative, surtout, mettons, comme je donne comme exemple de producteurs ou de gens qui veulent offrir un service comme ça, média, tu vas réduire ton coût puis tu vas te développer un réseau justement de contacts selon les différentes sphères d'expertise de tes coopérants. Ça, c'est un exemple concret. Si tu vas, par exemple,
Si tu vas, par exemple, à Montréal, bien, tu vas en avoir beaucoup de ce type de boîtes-là, de plus en plus qui se mettent en place. Belvédère, par exemple, c'en est une coopérative de producteurs de médias, en fait, médias de tout genre, là, que ce soit site Internet, communication, relations de presse. Puis eux autres, justement, c'est des équipes, tu iras voir le site Internet, c'est tous des gens qui sont des experts, en fait, dans différents milieux, en fait, dans différents types d'entreprises. Si demain matin, tous tes membres mettent la clé dans la porte, juste pour donner une image aux gens, qu'est-ce qui se passe? Si tous les membres, si on parle du réseau au complet, le système de santé va devenir beaucoup plus engorgé. Dans le fond, on parle d'hôpitaux qui sont engorgés, tout ça, mais le réseau communautaire fait beaucoup de prévention qui fait en sorte que ces gens-là, des fois, ils se rendent jamais. Ils ont des tissus sociaux qui font de l'entraide, qui fait en sorte que finalement, ils n'ont pas besoin de se rendre au CLSC, ils n'ont pas besoin d'aller se plaindre aux députés, ou ils n'ont pas besoin de faire tant de choses. Si on pense juste à l'environnement, tout le travail qui a été fait en termes de biodiversité puis de protection de la qualité de l'eau, là, on aurait peut-être de la misère à boire de l'eau. Au final, ça, c'est un enjeu. Quand on parle d'isolement, on parle beaucoup que un des grands mots là, de la civilisation d'aujourd'hui, moi, je pense que c'est l'isolement des citoyens, avec les téléphones cellulaires, puis les écrans, puis tout le monde, chacun chez soi. Si on n'avait pas le rempart communautaire qui viendrait un peu freiner cette tendance à l'isolement-là, mais on serait probablement beaucoup plus loin aujourd'hui. Surtout pour des personnes qui sont plus vulnérables, mettons des gens qui ont des adultes qui vivent avec une déficience ou des problématiques de santé mentale, des aînés qui sont en perte d'autonomie. Il y a beaucoup de nos groupes qui servent à ça aujourd'hui, à soutenir ces personnes-là qui sont seules chez elles, puis qui ont de moins en moins accès à... Il était une époque où la religion, les rituels religieux avaient comme un pacte que tout le monde se rassemblait le dimanche, puis il y avait une vie de groupe, il y avait une vie de communauté. Bien, ce dynamisme communautaire-là, ça s'érode, puis le communautaire, c'est un des derniers remparts par rapport à tout ça, il me semble, puis moi, je pense que ce serait une des plus grandes pertes, là, de dire... le cynisme envers la politique aussi, le cynisme envers la perte de contrôle sur ma vie. Là. On est déjà là-dedans pas mal, mais imaginez s'il n'y avait pas des véhicules comme le communautaire pour rassembler des citoyens ensemble et dire, bien, hey, moi, je veux faire une différence, cette situation-là ne me convient pas, mais je peux travailler via ce groupe-là à faire une différence, puis j'ai du soutien, puis je suis capable de parler des pères qui vivent la même chose que moi grâce à ce groupe-là. Bien, ça fait une grosse différence, je pense, en termes de bien-être collectif. Là, je pense que c'est vraiment majeur. Là. Je t'ai donné quelques statistiques tantôt par rapport à l'économie sociale. C'est 40 milliards de chiffre d'affaires, 7 000 entreprises au Québec. Mais si on y va juste sur le modèle de développement, c'est ça, c'est philosophique, mais il y a aussi des résultats économiques probants. Par exemple, une entreprise d'économie sociale, ça prend 2 fois plus de temps en moyenne à partir. On parle d'à peu près 2-3 ans quand tu pars une business traditionnelle. Oui, ça prend 6 mois à partir, tu vas me dire, mais ça prend 2 à 3 ans avant qu'une entreprise soit solide, avant de voir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre réellement. Bien, une entreprise d'économie sociale, c'est le double de ça. On peut parler de 5 à 10 ans même, pour vraiment que l'entreprise ait son air d'aller, puis qu'elle soit vraiment pérenne, puis qu'elle soit viable à long terme. Donc, la cassure est beaucoup plus tardive, parce que quand on parle d'une entreprise traditionnelle, après 5 ans, généralement, tu sais si ça marche ou pas, ta business. Puis c'est là qu'à peu près 50 des entreprises, après 5 ans, ils droppent. Parce qu'ils ne répondent pas assez bien aux besoins, ne sont pas assez ferrés sur leur étude de marché ou sur les services ou le besoin qu'ils vont offrir aussi. L'entreprise d'économie sociale, c'est après 10 ans que tu vois vraiment si c'est viable, si c'est pérenne et tout ça. Puis c'est ça justement. L'autre affaire, c'est que c'est 2 fois plus long à partir, mais c'est 2 fois plus pérenne dans le temps. Quand tu regardes après 10 ans, le taux de succès d'une entreprise d'économie sociale, c'est 70 % après 10 ans. Fait que c'est ça. C'est le modèle d'affaires, comme je te dis depuis le début. Si j'enlève le côté philosophique de la chose, c'est beaucoup plus facile, avantageux de partir d'une entreprise comme ça. Tu réduis tes risques davantage, substantiellement d'ailleurs, puis tu t'assures de bien répondre puis de coller aux besoins. Puis l'autre chose importante, c'est que moi, quand je pars d'une entreprise d'économie sociale, j'en pars une demain matin avec une gang de chums, mon objectif premier, c'est pas de faire de la pièce. Mon objectif premier, c'est d'être pérenne, puis de répondre à des besoins, que ce soit humain ou que ce soit des besoins justement de la collectivité. Quand tu vas voir, mettons, sur le portail du pôle d'économie sociale, bien, tu vas voir une 50aine d'entreprises. Toutes ces entreprises-là, ce qu'ils ont en commun, c'est une chose. C'est que c'est pas la pièce qui est importante au départ.
Ce qui est important, c'est l'humain, puis l'amélioration justement de la qualité de vie dans notre collectivité. C'est ça, en fait, la vraie raison d'être, dans le fond, de l'entreprise d'économie sociale. Une des richesses démocratiques, dans le fond, là, du milieu communautaire, c'est entre autres d'être un autre véhicule. Tu sais, je parlais tantôt de la démocratie participative au quotidien. Tu sais, c'est une des forces, puis c'est une des valeurs ajoutées du communautaire. Mais je pense que le milieu politique, entre autres municipal, puis devrait voir ça comme étant une force davantage, puis de l'exploiter davantage, tu sais, des fois là, en lien avec les référendums ou les sondages, les consultations. Le fait qu'on ait déjà un regroupement de citoyens qui sont préoccupés par une question, ça devrait être vu puis valoriser davantage cet aspect-là, de dire que nous, on est un organe démocratique, la municipalité, on est élu par nos citoyens, puis on doit répondre aux besoins de nos citoyens. Mais d'ailleurs, il y a déjà des citoyens qui sont mobilisés pour travailler sur des enjeux. Est-ce que ça ne devrait pas déjà être vu comme une valeur ajoutée, cet aspect-là? On pense qu'ils voient souvent la valeur ajoutée en termes de qualité de service, attirer des familles, les retombées après coup, mais en termes de valeur ajoutée, juste dans le fondement de cet organisme-là, je pense que c'est sous-évalué, puis c'est pas assez mis en valeur puis considéré par les politiciens municipaux actuellement.